Ici le Dr Paul Simard, psychologue, et bienvenue dans le Psychoctober, le deuxième du mois, en fait, qu'on va passer ensemble, dans lequel je vais vous présenter une vidéo de psychologie à tous les jours du mois d'octobre. C'est un défi que j'ai mis en place en 2017, je l'ai fait en 2018, en 2019, là j'ai pris une pause, et là cette année, on se relance dans le défi. Donc pour la deuxième vidéo du mois, je vais vous parler de 9 modèles d'apprentissage. C'est pour vous aider à vous positionner sur comment on fait pour apprendre des choses. Parce que les théories de l'apprentissage sont vraiment au fondement de toute forme de correctif, à la fois de vos comportements, de vos réactions affectives et de vos cognitions intérieures. Donc, en vous donnant un exemple de 9 modalités d'apprentissage, je vous invite à faire une espèce d'examen de conscience sur lesquels vous utilisez et peut-être même que vous pourrez en utiliser certains pour débloquer certains pièges dans lesquels vous êtes pris. Bien sûr, ce sont des grandes généralités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des théories, mais l'objectif est ici de vous donner un éventail de théories. Si vous voulez aller plus loin, j'ai un programme que vous retrouverez en description avec des questions confidentielles personnalisées. Mais aujourd'hui, on va se lancer dans l'éducation psychologique sur 9 modalités d'apprentissage. Je vais les classer de manière un peu arbitraire, du plus simple, on va dire général, au plus exigeant, rare. Donc, c'est parti. La première forme d'apprentissage, c'est la répétition. Parce que juste le fait de répéter quelque chose, ça organise et régule le fonctionnement biologique. On n'a qu'à penser à la routine de dodo chez l'enfant, à quel point ça organise et régule son fonctionnement affectif et physique. Et si on chamboule sa routine, qu'on lui fait faire d'autres choses ou que c'est instable ou incohérent sa routine, ça le perturbe profondément. Donc nous, en tant qu'adultes, bien qu'on soit capable de faire abstraction d'une routine, on a quand même besoin de consolider nos apprentissages en faisant de la répétition. C'est la première forme d'apprentissage. Vous savez, les cellules ou les circuits neurologiques, se consolident à force d'être répétés. C'est au cours de la nuit qu'il y a des petits mécanismes qui s'activent entre les neurones puis qui vont, entre guillemets, taponner les connexions neurologiques qui ont servi pendant la journée. Puis ils vont consoler avec une gaine de myéline les connexions qui ont été utilisées, les renforçant et donc facilitant leur fonctionnement. Donc, je vous invite à être attentif sur cette première modalité d'apprentissage, c'est la répétition qui organise et régule. La deuxième théorie d'apprentissage que je voudrais vous présenter, c'est celle du conditionnement réflexe de Pavlov. Dans ce modèle-là d'apprentissage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler à associer ensemble des stimuli pour pouvoir créer une réponse automatique, donc une réponse réflexe. Puis quand je dis qu'on va travailler à l'association, c'est qu'à force d'associer des choses, et en utilisant la théorie précédente de la répétition, on va réassocier des stimuli ensemble pour pouvoir provoquer une réponse nerveuse naturelle. Puis là, à un moment donné, il y a eu tellement d'associations qui se sont faites au niveau des stimuli qu'on n'a même plus besoin du stimuli de base qui provoquait le réflexe. On a juste besoin des conditions associées pour conduire à l'apparition du réflexe. Oh, ça veut dire qu'on peut soi-même favoriser son intégration de certains principes en associant des conditions par rapport au déclenchement de nos réflexes. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de manière concrète là, au quotidien? Bien, il faut réfléchir ici à l'apparition du comportement réflexe en question. Je vais vous donner un exemple dans le cadre des thérapies de désensibilisation pour l'anxiété. L'anxiété, c'est une réaction qu'on pourrait dire associée avec la survie. Donc on se met en mode alerte, on est en état de préparation à répondre pour survivre à un danger. Mais par contre, c'est déclencher l'anxiété en absence d'une condition réelle de menace. Parce que quand il y a une réelle menace, on appellerait ça une réaction de stress.
Mais si ça vient de l'association entre différents facteurs, comme par exemple l'imagination, certains contextes qui me rappellent des souvenirs de danger, que ça ouvre des anciennes blessures qui sont associées avec l'ancienne perception de menace, bien là, ça fait en sorte qu'on n'a même plus besoin d'une menace réelle, on a juste besoin de quelque chose qui appréhende le souvenir de menace et ça conduit à la manifestation du réflexe anxieux. Donc, dans une thérapie de désensibilisation, on va travailler beaucoup là-dessus sur défaire l'association entre l'imagination, le contexte et l'interprétation de danger. Ça peut prendre diverses formes, ça va demander beaucoup de travail de personnalisation, puis comme vous voyez, je vous donne des informations générales ici. Mais c'est le niveau 2 d'apprentissage dans la modélisation que je vous présente aujourd'hui, le travail sur le conditionnement réflexe. Une troisième forme d'apprentissage, c'est le façonnement du comportement. Si on va aller vers les théories de Skinner pour ce qui est des diverses formes de renforcement, donc il y a 4 cadrans de renforcement qui vont être appliqués sur le comportement. Donc tout à l'heure, dans les théories de Pavlov, on agissait sur les conditions d'association, de stimulation. Mais là, avec les théories de Skinner, avec le façonnage, on va agir directement sur le comportement qui est produit. La première chose qu'il faut se demander ici, c'est est-ce qu'on veut voir augmenter un comportement ou on veut voir diminuer un comportement? Si on veut voir augmenter un comportement, il faudrait utiliser les deux modalités qu'on appelle les récompenses. Donc, récompense positive, c'est je donne quelque chose d'agréable. Puis récompense négative, c'est que je retire quelque chose de désagréable. Ça peut demander, encore une fois, ici, beaucoup de temps, de détails, de réflexion. Vous pouvez me poser des questions d'approfondissement avec questions confidentielles. Mais si on veut aller vers une réduction maintenant du comportement, il faudrait utiliser les deux formes de punition. La punition positive, qui consiste à infliger une frustration, infliger une douleur, infliger une frustration essentiellement. C'est pas obligé de blesser la personne, hein. Les méthodes purement positives, souvent, ils interprètent mal l'impact de donner du désagrément. Mais ça vise à diminuer un comportement. Puis il y a également la punition négative qui consiste à retirer un privilège qui était apprécié. Donc, dans cette méthode-là, de façonnement du comportement, c'est la conséquence qu'on va appliquer de manière contingente et contiguë. Ça veut dire rapidement et en cohérence avec le comportement qui va façonner ensuite l'expression de ce comportement-là. Puis, une des critiques qui est faite à ce modèle-là, notamment dans le monde de l'éducation auprès des enfants ou l'éducation auprès des animaux, c'est de dire que la punition, faire mal, ça va provoquer l'extinction du comportement, mais par contre, ça ne va pas provoquer un véritable apprentissage. Puis là-dessus, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que il y a autant de dérives à mal utiliser la punition. Oui, ça peut créer de l'extinction, qu'il va y avoir de conséquences inadéquates sur le développement de la personne ou de l'organisme si on utilise de manière excessive la récompense. Donc, est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de dire qu'il ne faut que renforcer de manière positive un enfant qui aurait des comportements un peu tout croche ou désorganisés ou qui ne respecterait pas les règles? Bien, si on ne fait que le renforcer dans la bonne direction qu'on veut, ça fait quand même en sorte qu'il va développer beaucoup d'appréciation puis qu'il va peut-être associer la condition comme étant peu importe qu'est-ce que je fais, je suis toujours renforcé. Donc, vous voyez, il peut y avoir des dérives et on ne peut pas aller vers un style purement positif, tout comme on ne veut pas aller vers un style purement punitif. Récompensant, punitif, pardon. C'est un domaine qui demande de réfléchir sur les 4 modalités de façonnement du comportement, qu'il faut également réfléchir sur c'est quoi ultimement le comportement qu'on veut voir apparaître. Oui, on va le récompenser, ce comportement-là, mais il est faux de croire qu'il n'y a qu'un travail à faire sur l'augmentation des bons comportements. Il faudrait également savoir modérer, réguler les comportements inadéquats. C'est notamment un des travaux à faire au niveau du lobe frontal dans la zone ventromédian. Il y a un frein d'inhibition des émotions. Mais la capacité à dire « Hey, fais pas ça », c'est en quelque sorte une manière de gérer la frustration à l'intérieur de soi.
Parce qu'une personne qui dirait, ben moi, je fais ce que je veux, le monde m'est dû, je me fous des autres, dans le fond, puis qui se fait récompenser, ben ça va juste augmenter, entre guillemets, de manière générale, la tyrannie. Donc, c'était la troisième modalité sur 9 d'apprentissage, le façonnement comportemental. La quatrième, maintenant, c'est l'observation. Juste le fait d'observer le monde, on est déjà en train d'imprégner des modèles de référence, des schémas. Ça a beaucoup été étudié dans le cadre des théories gestaltiques, dans lesquelles l'esprit humain, le cerveau, il veut boucler des formes. Si je vous présente, par exemple, 4 points comme ça, votre cerveau, naturellement, va former un carré. Donc, la tendance du cerveau à boucler les formes, à rendre le monde cohérent, c'est une forme d'apprentissage qu'on pourrait qualifier d'observation ou on pourrait enlever le mot observation qui connote beaucoup trop l'aspect visuel puis remplacer ça par présence attentionnelle. C'est-à-dire que là où vous allez mettre votre attention, vous allez encrypter des modèles qui vont structurer votre perception de la réalité. Comment on peut concrètement utiliser la modalité de l'observation ou de la présence focale dans sa vie de tous les jours? C'est notamment des modalités qu'on utilise quand on observe les voisins, quand on écoute la télévision, quand on écoute des podcasts, quand on suit des influenceurs sur les réseaux sociaux, quand on lit des livres. C'est la modalité d'imprégnation par observation de modèles. L'autre théorie, juste un petit peu plus complexe, mais qui est très connectée avec ce niveau-là, le niveau 4 d'observation. Le niveau 5, on va l'appeler l'imitation réflexe. Parce que lorsqu'on observe d'autres êtres humains, à l'intérieur de notre cerveau, se déclenchent des mécanismes de réflexe imitatifs. C'est qu'on est construit, l'hypothèse biologique, ce serait qu'on est construit biologiquement pour vivre en tribu. Donc notre cerveau faciliterait de manière générale, la survie, donc c'est pour ça qu'on parle de réflexes, les réflexes, ça sert à survivre, en imitant les autres, parce qu'on va mettre ça en guillemets, y a-t-il une meilleure preuve que imiter les autres, ça nous permet de survivre? Regarde, là, présentement, j'ai survécu, fait que dans le fond, j'ai imité plein de gens autour de moi, je fais partie d'un collectif qui partage certaines valeurs, donc ça doit bien marcher. Donc la biologie, on va dire, elle fonctionne par preuve de récurrence ici. Puis l'imitation, associée avec la fonction première, la première forme d'apprentissage qu'on a discuté, la répétition. L'observation de modèles, à l'étape 4, va créer des schémas de répétition qui vont tendre à devenir de plus en plus performants, automatiques. Puis là, si vous voulez, à l'âge adulte, travailler là-dessus, ça se peut que ce soit difficile. Parce que ça crée des modèles dans une zone non consciente du fonctionnement de l'être humain. Puis là, c'est là qu'on va commencer ensuite à essayer de conscientiser ces apprentissages-là à l'intérieur de soi en montant à la 6e théorie de l'apprentissage que je voudrais vous présenter aujourd'hui, qui est le façonnement cognitif et social. On a parlé tout à l'heure à l'étape 3, du façonnement comportemental avec les récompenses-punitions. On peut faire un peu la même chose avec les interactions sociales et avec les cognitions qu'on va avoir, les pensées. Si par exemple vous pensez à des trucs et que vous êtes récompensé pour avoir travaillé votre réflexion sur un événement, ça va renforcer ce schéma de pensée-là. Donc les théories behaviorales de renforcement du comportement ont été étendues ensuite au fonctionnement cognitif et relationnel. C'est également une extension qui a été faite en thérapie à ne pas rester seulement dans les théories gestaltiques des formes à compléter, mais dans la thérapie gestaltique, on va travailler la remise en forme d'une restructuration du fonctionnement relationnel. Donc, on pourrait dire, entre guillemets, ce serait de s'exposer peut-être à un nouveau groupe d'amis plus adéquat. S'exposer à des gens dans une thérapie de groupe qui vont faire en sorte que ça va restructurer par façonnement dans mes interactions avec les autres un nouveau mode de fonctionnement relationnel. Ça commence à être un peu compliqué, ça, la restructuration cognitive et sociale.
Mais essentiellement, ça va toucher les mêmes modalités qu'on a vues tout à l'heure avec les théories du façonnage comportemental, récompense-punition. Est-ce qu'on donne quelque chose ou on retire quelque chose? Puis, à force de répétition, l'être humain va modeler son apprentissage. La 7e forme d'apprentissage maintenant ici, c'est l'apprentissage par expérience personnelle. C'est-à-dire que vos choix là, que vous allez faire vous-même, si vous exprimez votre intentionnalité avec une prise de position, puis une expérience réelle, que vous êtes non seulement en train d'observer la vie autour de vous, mais que vous observez aussi qu'est-ce que je suis en train de faire et quel est le résultat de mes propres actions, bien, ça va faire en sorte qu'il y a des gens qui vont commencer à s'auto-modeler de l'intérieur par une maîtrise de l'expérience personnelle. Puis quand on regarde les études qui ont été faites sur la puissance des théories de l'apprentissage pour acquérir des compétences élevées, pour acquérir des compétences de niveau élevé, l'apprentissage personnel, c'est majeur. C'est vraiment puissant. Donc ça veut dire que si vous voulez apprendre un comportement nouveau que vous ne connaissez pas, comme par exemple, vous ne connaissez rien dans le tir à l'arc, puis là, vous voulez devenir bon dans le tir à l'arc, bien, vous avez bien beau lire plein de livres sur le tir à l'arc, vous avez bien beau observer des gens tirer à l'arc, le facteur qui va être le plus puissant pour ce comportement complexe-là, qui n'est plus un comportement réflexe, bien, ça va être de vous exercer vous-même à travers une boucle de régulation, de maîtrise, observation, auto-façonnement, régulation. Vous allez développer rapidement une nouvelle modalité de répétition, comme vous disiez. Répétition, ça organise et régule. Mais là, c'est vous qui êtes le maître de votre apprentissage. Donc, c'est très, très puissant. Même si ça peut être imparfait, c'est très puissant parce qu'on fait des choix dans l'action. Comme vous voyez, cette théorie-là d'expérience de maîtrise personnelle, elle émerge d'une prise de décision, d'une réflexion. Là, on n'est plus dans le domaine du réflexe. Le réflexe, ça aide à survivre. La réflexion, ça aide à réguler de manière mieux ajustée avec le contexte. C'est pour ça que grâce à la réflexion, on peut faire des avancées culturelles très rapides qui peuvent dépasser les limites du fonctionnement biologique. Puis ça nous ouvre la porte à la 8e forme d'apprentissage, qui est une forme d'apprentissage très laborieuse, qui s'appelle l'apprentissage théorique logico-mathématique. Ah, ça c'est difficile. Il est ici question de faire un apprentissage par méthode de validation et de rejet d'hypothèses non valides. Donc, on commence à utiliser des mots de l'approche de la méthode scientifique ici. Parce que quand on est en train d'examiner quelque chose, une expérience, puis je ne me fie pas seulement à mes propres préférences, de dire oui, moi je l'ai faite, ça a toujours marché, donc c'est ça. Donc, ça serait un témoignage de la 7e forme d'apprentissage que je viens de vous parler. Mais ça peut être piégé par l'intuition, peut être biaisé par toutes sortes de pièges. La réflexion, c'est imparfait. Donc, pour tendre à aller vers un peu plus de perfectionnement au niveau de l'apprentissage, un peu plus complexe, il faut utiliser la pensée logico-mathématique. Logique, rationnelle, mathématique, chiffrable, structurable, cohérent. Les chiffres, ça essaie de dépasser aussi une espèce de limite des sensations. On chiffre les expériences ou les régulations. C'est tellement laborieux utiliser ces modalités de pensée-là que c'est pas étonnant que les gens n'y recourent pas dans le fonctionnement quotidien. Juste le fait d'utiliser, je vais vous soumettre une question, OK? 48 fois 6 divisé par 4, ça fait combien? Là, juste le fait de vous faire soumettre la question, là, ça fait dans votre cerveau que ça fait baisser le taux de glucose dans le cerveau parce que ça bouffe de l'énergie mentale. Je sais que vous réussiriez à y aller là, en faisant le calcul, en prenant le temps. Mais intuitivement, se faire soumettre ça rapide, sous pression, c'est tellement exigeant pour les processus cognitifs que bien souvent les gens vont soit dire « Ah non, moi je suis pas bon en pensée mathématique, ça a jamais... mais j'ai plein d'autres forces. » Oh, c'est correct. Je n'ai pas dit que vous n'aviez pas d'autres forces non plus. Puis je ne parlais pas de vous. Je parlais d'en général.
Donc, c'est laborieux, utiliser ce niveau de pensée-là, et ça me semble être une des raisons pour lesquelles la pensée scientifique, c'est difficile à comprendre pour plusieurs personnes, parce qu'il faut prendre le temps d'apprendre le modèle, de dépasser nos propres besoins personnels. Et pour aider les gens à comprendre ça, je dis souvent en thérapie que le meilleur mathématicien au monde, il ne sera même pas capable de répondre à une question simple si on lui casse un doigt. Parce que si on lui casse un doigt, il est pris par la douleur, ses ressources sont toutes prises pour la gestion de la douleur, il est en état de crise, donc il n'a plus accès à ses capacités de haut niveau de réflexion et donc encore moins à l'apprentissage d'un haut niveau de fonctionnement. On voit également ça dans les écoles, une personne qui a faim, qui a mal dormi, qui est trop stressée, qui est victime d'intimidation, ne va pas faire des super apprentissages à l'école parce que ça perturbe le déploiement de ses capacités cognitives. Donc, c'était la 8e forme d'apprentissage, mais sachez que c'est possible. Grâce à l'apprentissage des théories scientifiques et logico-mathématiques, on peut dépasser les limites de la biologie même. On peut tendre vers quelque chose qui est un peu plus objectif, mais encore là, ce sont des hypothèses qui ne sont valides que pour l'instant et qui seront probablement réfutées avec l'avancement des connaissances, avec l'avancement des capacités à prendre des mesures plus précises. Puis c'est tellement exigeant que c'est rare les gens qui vont là. Ce qui nous amène à la 9e forme d'apprentissage que je voulais vous présenter aujourd'hui, qui est l'apprentissage par méditation. Puis là, on va faire un petit attention. Là, je sors mon petit doigt de hey, entre guillemets, je vais le mettre ici. Parce que entre guillemets, on fait attention. Ce qu'est la méditation, c'est souvent source de confusion. Il y a des gens qui vont mélanger la réorientation attentionnelle avec la pleine conscience, avec la méditation. Puis là, il existe toutes sortes de formes de méditation. Donc, comprenez que je voudrais vraiment que vous présentez ma définition ici dans la structure que je vous propose des modèles d'apprentissage avec une vision particulière. Et ça va être l'extension de la définition que je vous ai dit précédemment si on ne peut pas vraiment faire des pensées logico-mathématiques avancées en étant stressé, malade, surpris, stressé. Bien, ça fait en sorte que on peut difficilement concevoir quelle serait la manière de réfléchir aux choses en dépassant les limites logico-mathématiques. C'est tellement difficile à comprendre que on va rester avec très peu de mots. Les mots, c'est imparfait pour décrire cet état-là. Puis là, il y a des nouvelles recherches qui postulent qu'un état méditatif, ça serait un peu une modalité de synchronisation de diverses aires cérébrales qui favoriserait un nouvel accueil de l'information. Mais je ne suis pas en train de vous dire aucunement que c'est un processus mystique. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est un truc ésotérique. Je ne suis pas en train de vous dire que ça provoque des trucs de superstition. Parce que la superstition, ce serait plus au niveau des apprentissages de maîtrise personnelle, donc les biais cognitifs. Ce que je vous parle ici, par une modalité d'apprentissage méditatif, on pourrait le comparer avec le fait d'éplucher les conditionnements dans lesquels on a vécu pour essayer d'aller vers l'essentiel. Moi, j'aime bien revenir au sens étymologique du mot développement pour dire qu'on développe, ça veut dire qu'on sort de l'enveloppe l'essentiel. On pourrait voir cette forme d'observation réflexive, méditative, comme étant un tamis qui vise à aller vers une qualité de présence. Mais comme je vous dis, les mots, c'est imparfait pour décrire ces modalités-là. Puis si vous voulez lire là-dessus, je vous invite à lire le livre de Sam Harris sur c'est une spiritualité, vers une spiritualité sans religion. Je trouve que c'est une belle présentation de théories neuroscientifiques avec des tests rigoureux pour aller essayer de comprendre c'est quoi ça l'expérience du sens puis du développement pour dépasser les limites de l'intuition personnelle. Complexe comme sujet. Donc voilà, c'était une brève présentation d'une espèce de hiérarchie
qui s'entremêlent. On ne peut pas vraiment utiliser de manière pure et unique une seule des théories. Tout ça s'entremêle ensemble. Si j'avais à vous les renommer brièvement, je vous dirais que la première forme d'apprentissage, c'est la répétition, ce qui organise et régule. La deuxième, c'est le conditionnement réflexe. La troisième, c'est le façonnage du comportement. La quatrième, c'est l'observation. La cinquième, c'est l'imitation. La sixième, c'est le façonnage cognitif et social. La septième, c'est l'expérience de maîtrise personnelle. La huitième, c'est l'examen logico-mathématique. Et la huitième, une espèce de présence méditative. Donc, dites-moi en commentaire. Toi, maintenant que tu as entendu parler de tout ça, est-ce que tu utilises au quotidien davantage une de tes théories d'apprentissage-là pour te sortir du pétrin? Ou peut-être que tu pourrais nous donner en commentaire un exemple de quand tu es dans une sensation de problème, une angoisse, un conflit, une situation difficile, lequel de ces modalités d'apprentissage-là te permettrait d'installer une autorégulation? Donc, je vous rappelle que si vous voulez me poser des questions d'approfondissement personnalisées, il y a un lien en description sur mon site web et il y a le programme Questions confidentielles dans lequel je ramasse toutes les questions et ça vous donne l'assurance que je vais vous répondre dans mon live privé, dans mon groupe Facebook de la semaine. Ici, ça se veut le défi Psychoctober, donc qui est le deuxième vidéo de une vidéo par jour de tous les jours du mois d'octobre. J'espère que vous aurez appris des choses. Puis là, je vais vous demander un petit truc. Il est où mon clic j'aime? J'ai pas vu le clic j'aime. Il est où le comment? Non. Soyez bien libre, c'est vous qui décidez si vous mettez un clic j'aime ou un dislike, peut-être si vous n'avez pas apprécié le contenu. Je vais mettre des détails en description et on se revoit demain pour la suite du défi Psychoctober. C'était le Dr Paul Simard, psychologue, et à demain.